Bonjour Jean-Loup Saman. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du Golfe, chercheur au Middle East Institute de la National University de Singapour, associé à l'Institut français des relations internationales. Jean-Loup Saman, quel bilan tirez-vous du déplacement qualifié d'historique du Premier ministre israélien Naftali Bennett hier aux Émirats arabes unis ? C'était historique et je pense que le bilan, il est d'abord symbolique. Le fait même que le Premier ministre soit d'ailleurs le premier Premier ministre israélien à mettre les pieds sur le sol émirien, rien qu'en soi, c'était, je pense, une réussite diplomatique. Par ailleurs, également un élément fort, c'était la première fois que le prince héritier d'Abu Dhabi et l'homme fort des Émirats, donc Mohammed bin Zayed, accueillait publiquement et prenait une photo avec un leader israélien. On n'avait pas vu ça depuis la signature des accords d'Abraham. Jusqu'à présent, c'était ses adjoints, en quelque sorte, qui avaient pris les devants. Et donc là, on a, disons, une nouvelle étape dans cette histoire de la relation bilatérale. Est-ce que la nature de ces relations interpersonnelles entre les dirigeants, en l'occurrence entre Naftali Bennett et MBZ, vont être décisives quant à l'évolution de ces relations bilatérales diplomatiques ? L'élément personnel joue un rôle, il est certain. Après, ce que l'on voit, c'est que les Émiriens ont probablement plus de facilité à accueillir Bennett que Netanyahou, qui était une personnalité clivante. Netanyahou avait tenté une visite avant les dernières élections, qui n'avait finalement été pas réalisable. Donc, je pense que là, on est dans une situation où, pour l'instant, Bennett bénéficie d'une image moins clivante vis-à-vis des Émiriens. Au-delà, ce que l'on voit, c'est qu'il y a tout un ensemble de coopérations qui sont en train de s'institutionnaliser. C'est peut-être mieux dans un sens, parce que ça permettrait, au-delà de la question personnelle, de routiniser ces relations, de les rendre permanentes au-delà des... via les différents ministères. Voilà, et en particulier dans le domaine militaire, comme on a pu voir le mois dernier avec les manœuvres entre les marines israéliennes et émiriennes. On a également appris que le prince héritier, donc le cheikh Mohammed ben Zayed, avait accepté l'invitation qui lui avait été faite de se rendre en Israël. Quel écho est donné par les médias dans la région sur ces différentes visites diplomatiques présentes ou à venir ? Alors, c'est toujours difficile à jauger l'opinion publique, que ce soit aux Émirats ou dans le Golfe, dans le sens où les médias, pour la plupart, et en particulier aux Émirats, ne sont pas des médias indépendants, ce sont des médias qui sont contrôlés par des proches du régime. Donc, la couverture, elle a été bienveillante parce que c'est la couverture que souhaite le régime. Au-delà, on voit quand même un clivage, on va dire, entre les vieilles générations, les vieux Émiriens qui sont encore dans une image du Moyen-Orient où Israël représente l'ennemi commun, l'ennemi ultime, et les jeunes générations qui finalement, elles, qu'elles soient à Dubaï ou à Abu Dhabi, n'ont pas du tout cette image et sont assez décomplexées vis-à-vis de la relation avec Israël. Donc, ce sera intéressant de voir jusqu'où Mohammed bin Zayed est prêt à aller et à peut-être effectivement se rendre en Israël. Je pense que si c'est le cas, on aura une image très très forte qui relève de la visite en quelque sorte de Sadat à Jérusalem. Est-ce qu'on retrouve le même clivage générationnel en Arabie Saoudite ? Il y a le clivage générationnel et auquel s'ajoute également quand même la dimension religieuse, socio-religieuse. Les Émirats arabes unis n'ont pas le même rôle dans le monde musulman que l'Arabie saoudite. Donc ça, la tâche pour Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, si tant est qu'il veuille aller plus loin dans la normalisation des relations avec Israël, la tâche sera beaucoup plus difficile. Parce que ce n'est pas seulement la jeunesse saoudienne, mais c'est tout le monde musulman qui regarde l'Arabie saoudite. L'un des dossiers qui a été... Je vous en prie. Dans ce sens, vous avez un vrai symbole et la nécessité pour l'Arabie saoudite de s'assurer
qu'elle ne se retrouve pas en porte-à-faux vis-à-vis de la communauté musulmane. L'un des dossiers qui a été abordé entre les deux dirigeants israéliens et émiriens donc, concerne évidemment le nucléaire iranien. Des pourparlers très délicats sont actuellement menés à Vienne pour tenter de trouver un nouvel accord 6 ans après la signature du JCPOA. Hier, les Iraniens ont dénoncé l'accueil réservé par les Émirats à Naftali Bennett, ajoutant que les Palestiniens ne l'oublieraient pas. Dans le même temps, pourtant, les relations entre l'Iran et les Émirats s'étaient visiblement plutôt réchauffées ces dernières semaines, notamment suite à un entretien téléphonique entre leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Quelle place finalement tient les Émirats dans ce nœud gordien nucléaire et iranien de manière générale? C'est un jeu très délicat auquel ça donne Abu Dhabi depuis plusieurs mois. Abu Dhabi a été longtemps l'un des pays les plus durs sur la question iranienne. Il ne faut pas oublier qu'Abu Dhabi avait soutenu l'administration Trump quand elle avait décidé de se retirer de l'accord nucléaire de 2015. Et là, on voit au cours des derniers mois une politique de réconciliation, de main tendue d'Abu Dhabi avec les Iraniens, les Turcs, les Qataris. Et en même temps, la volonté de renforcer les liens avec Israël, notamment dans le domaine militaire. Et là, comme vous l'avez dit, on touche un peu aux limites de cette politique d'Abu Dhabi actuelle qui essaie d'avoir que des amis, d'être en bonne relation avec tout le monde, d'être en bonne relation avec Israël et l'Iran. Sauf que si, comme on le sent aujourd'hui, le dossier nucléaire se dégrade et que l'on a des négociations qui sont dans l'impasse, ce qui risque d'arriver, c'est que la politique de la main tendue émirienne vis-à-vis de l'Iran échouera, parce que au bout du compte, les Émirats ont besoin des États-Unis pour leur sécurité et ils rentreront d'une certaine façon dans le rang si on voit des négociations sur le nucléaire échouer. L'autre grande actualité, c'est ce sommet du Conseil de coopération du Golfe qui se tient aujourd'hui à Riyad, et ce, quelques jours après la tournée du prince héritier saoudien, dont on a parlé tout à l'heure, Mohammed Ben Salman, dans plusieurs pays du Golfe. Son objectif serait de former un front commun contre le parti terroriste libanais Hezbollah. Quelles sont ses chances de réussite, Jean-Loup Saman ? Les chances de réussite, alors disons que sur un plan diplomatique, c'est un sujet qui n'est pas amené à cliver entre les États membres du Conseil de coopération du Golfe. Et je pense que la priorité sur ce sommet, elle est justement de montrer un front commun. C'est le premier sommet depuis la réconciliation entre le Qatar et 3 pays, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Bahreïn, qui pendant 4 ans ont mené quand même un blocus du Qatar. Et donc là, depuis janvier, les relations ont été renouées. Les leaders de chaque pays ont visité les capitales respectives. Donc là, on est dans une séquence où l'idée est de montrer le front commun, de montrer qu'il y a une certaine union. Le front commun face à l'Iran. Contre l'Iran, et effectivement le Hezbollah, c'est un dossier qui ne va pas être amené à créer de dissensions entre les pays du Golfe. Et c'est aussi un message, il ne faut pas oublier, vis-à-vis des Américains, parce que ça fait depuis 4 ans, depuis qu'il y a eu ce blocus du Qatar, que l'administration Trump et maintenant l'administration Biden demandent aux pays du Golfe d'arrêter leur brouille interne, d'arrêter leurs dissensions, et de faire cette union pour justement être plus fort vis-à-vis de la menace ou du défi iranien. Merci beaucoup Jean-Loup Saman de nous avoir éclairé cet après-midi dans ce grand journal. Je rappelle que vous êtes chercheur au Middle East Institute de la National University de Singapour, associé à l'Institut français des relations internationales. On peut réécouter votre interview en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Merci à vous et bon après-midi. Merci.